Une grève générale en perspective au Burkina, des organisations syndicales annoncent une série de marches-meetings dès le 7 mars prochain. Elles passent ainsi à l'action pour s'opposer à l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. On vous en parle dans un instant. Suspense au CDP, l'ex-parti au pouvoir au Burkina. Le talk show serait-il en train de brûler entre Eddie Kombouego et Blaise Compaoré? Des Burkinabés s'interrogent après une probable demande du président d'honneur à celui du parti de démissionner à la tête du CDP pour préparer les élections au cas où il souhaiterait se présenter à la présidentielle. Les détails dans cette édition. En Algérie, le fils du président devant les barreaux, poursuivi pour trafic d'influence, corruption et perception d'indus cadeaux dans le cadre de l'affaire de l'homme d'affaires Hamil Chiki, accusé de trafic de cocaïne. Khaled Tebboune était devant les juges aujourd'hui. On vous en parle dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Bonjour et merci de nous suivre. Plusieurs dizaines d'organisations syndicales ont sonné la mobilisation cet après-midi à la Bourse du Travail de Ouagadougou pour examiner la question de l'application de l'IUTS et décider d'une conduite à tenir. Ces organisations syndicales ont annoncé des actions contre cette mesure gouvernementale. Leur demande est claire, supprimer l'IUTS sur les primes et indemnités tant pour les agents du public, du privé que du parapublic, comme rendu avec Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. L'air grave, la mine des mauvais jours, les secrétaires généraux des différents syndicats du public et du privé réaffirment leur opposition sur la pratique de l'IUTS, sur les primes et indemnités, aussi bien dans le public que le privé. Fait rare, c'est une assemblée générale qui réunit un grand nombre de syndicats d'idéologies diverses. Et quand le porte-parole monte à l'estrade, il n'est pas tendre avec le pouvoir en place. Si le comportement du MPP, c'est pour venir diviser les couches sociales, c'est pour venir clochadiser les travailleurs, nous prendrons les dispositions pour qu'ils n'aient pas la chance de sauter à travers les frontières comme ceux qui sont déjà partis. Ça, nous le faisons. Ce n'est pas un premier ministre qui s'assoit, qui dit que lui il négocie, et pourtant il a transmis son budget à l'Assemblée nationale. Pour négocier avec qui? Mais justement, nous rappelons que c'est avec le même premier ministre, il n'a qu'à avoir la mémoire de comprendre, c'est quand il était ministre, que l'année scolaire et universitaire a été invalidée dans notre pays. Nous n'en avons pas oublié. Mais partez vous pleurer devant les députés. 3 semaines plus tard, vous vous retrouvez avec nous, vous dites que si on n'avait pas le préalable, vous allez aller boire la bière. Mais justement, ils sont partis boire la bière. Et le ministre, leur ministre qu'ils ont surnommé Bulldozer, lui aussi il sort, il dit que l'UTS, c'est permettre aux gens de sacrifier quelques bières et quelques brochettes. Effectivement, quand le travail de quelqu'un c'est de manger et boire, et puis respirer, il croit que tout le monde sait ça. Dans la même veine, les consignes de lutte sont données, avec une zone d'ombre qui a pour but de surprendre le gouvernement. Et les choses doivent aller crescendo. Nous sommes à l'étape de dire qu'il faut considérer la revendication primaire, qui est l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités de l'ensemble des travailleurs et le remboursement immédiat des coupures faites. Nous entendons dans des coulisses des gens qui disent que c'est possible que dans les heures à venir, on annule, on nous appelle pour négocier. Il n'y a pas de négociation sans qu'on ait constaté que le temps est mis à l'heure. Demain matin, toutes les structures sont invitées à opérer ces frappes stratégiques. Je ne vais pas les détailler ici parce que si je les détaille, certains vont commencer à faire leurs valises. Et vous avez bien entendu. Pour aller à ce défi. Le 3 matin, mardi 3 à 10h, nous invitons toute la presse, nationale et internationale, à la Bourse du Travail ici à 10h. Les secrétaires généraux vont se retrouver à l'avance. On aurait eu le temps de voir comment ces frappes stratégiques ont commencé, faire un point et communiquer avec l'ensemble de nos frères et sœurs du pays. À l'issue de cette communication, le mardi 7, samedi, sur l'ensemble du territoire, ça sera des mass meetings. On va avancer crescendo en voyant ceux qui sont assis là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Ce n'est pas des questions de bousculade. Nous, on veut aller loin. Et après la match meeting, sur l'ensemble du territoire, le samedi 7, à partir du lundi 16, jusqu'au vendredi 20, c'est grève générale. Oui. Et ce n'est pas une grève générale qui sera calme, d'autant qu'on commence le lundi 16 et le mardi 17 sur l'ensemble du territoire, c'est encore marche meeting.
Principal point de revendication, l'IUTS n'est cependant pas le seul point. La plateforme compte au total 5 grands points de revendication, à savoir entre autres l'arrêt des mesures de baisse du pouvoir d'achat, l'arrêt des atteintes aux libertés syndicales ou encore l'arrêt du pillage des ressources nationales. D'une crise à une autre, il s'agit à présent de celle en gestation au sein de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La directive portant désignation du candidat du parti à la présidentielle de novembre 2020 est finalement attendue ce jour 26 février. Les bruits de couloir indiquent que la réponse de Blaise Compaoré était même déjà dans les circuits de la direction politique nationale. Selon ces sources citées par la presse en ligne, le Faso.net, Blaise Compaoré demande au président du parti, Edi Kamboego, au cas où il souhaiterait se présenter à la présidentielle, de démissionner à la tête du parti pour mieux organiser une élection. Une offre qui apparaîtrait comme un piège pour le camp Kamboego. Pour nombre d'indiscrétions venant du cercle dirigeant, la rupture entre Blaise Compaoré et Edi Kamboego est quasiment inévitable. Edi Kamboego ira certainement avec ses hommes. Ces heures pourraient donc paraître cruciales pour l'ex-parti au pouvoir, le CDP, précise le Faso.net. Affaire à suivre. Parlant justement de ces élections de novembre prochain, les jeunes du Conseil régional du Centre les préparent. Ils sont prêts à accompagner le processus électoral et l'ont fait savoir hier à Ouagadougou. Ces jeunes comptent mobiliser la jeunesse burkinabé à se faire enrôler. On en sait plus avec Oumou Konaté et Bachirou Sawadogo. Le bureau exécutif du Conseil régional de la jeunesse du Centre veut accompagner le processus électoral. Il lance un appel pas juste verbal. Cette jeunesse compte mener des activités de sensibilisation pour inciter les jeunes à sortir massivement se faire enrôler et montrer leur engagement citoyen à participer au développement du Burkina Faso. L'éducation civique et électorale constitue l'un des volets les plus importants dans le bon déroulement du processus électoral. Bien conduite, elle contribue à la réussite des scrutins et à l'apaisement des esprits pour renforcer les acquis et couronner l'effort consenti de la CENI. Le Conseil régional de la jeunesse du Centre, en tant qu'acteur clé de la jeunesse et du développement, entend jouer ce rôle de diffuseur, grandeur, nature, en vue de contribuer à la réussite de l'enrôlement dans la région du Centre. La phase d'enrôlement des électeurs du processus électoral est très crucial. Selon le président du Conseil régional du Centre, Fabrice Sawadogo, quelques difficultés se font déjà sentir par rapport à l'enrôlement dans la zone 1. Il s'agit entre autres du manque d'autonomie des kits d'enrôlement, de l'insécurité dans certaines parties du territoire qui n'est plus à signifier, de la non-sécurisation en temps réel et de façon permanente les sites d'enrôlement, de l'insuffisance des sites d'enrôlement, de l'insuffisance de la communication autour de l'opération d'enrôlement. Le Conseil régional du Centre, membre du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, est composé de 7 conseils communaux urbains et ruraux, 12 conseils d'arrondissement et plus de 1500 associations, membres et partenaires. Cette forte représentation dans la région lui permet de dérouler aisément ses activités et d'être proche des communautés et populations. La campagne d'information et de sensibilisation va viser à renforcer la participation accrue des jeunes en âge de voter et des femmes au recensement électoral. Toujours au Burkina, où le gouvernement a décidé de mettre en place une commission chargée d'élaborer une politique nationale de défense et de sécurité. La décision fait suite au Forum national sur la sécurité tenu en octobre 2017 et envisage faire face aux défis sécuritaires. Et dans le but de faire connaître le contenu de cette politique, la commission a convié la presse ce matin même à Ouagadougou. Il s'agit en clair pour la presse nationale de mieux appréhender les concepts de ce document pour être bien informé et en faire autant pour la population. Le compte rendu avec Benjamin Kwame, Achille Wetraogo. C'est le 20 janvier 2020 que la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale
a remis le document à son commanditaire qui est bien sûr le président du Faso. Le concept de politique de sécurité nationale met un accent particulier sur la sécurité humaine complémentaire de la sécurité de l'État. Elle a aussi pour vocation de servir de référence dans l'élaboration des stratégies de sécurité nationale sectorielles et spécifiques dont les objectifs sont de prévenir les menaces, les risques et vulnérabilités de la sécurité. Et ce contenu doit être bien cerné par les hommes de médias afin de mieux le vulgariser, d'où la tenue de cet atelier d'information. Lorsque un tel document est dans le circuit, on en parle, la presse en parle beaucoup déjà, et donc c'est pour éviter que il y ait des informations qui ne soient pas justes, donc pour que nous puissions donner les éléments de fond, les éléments justes à la presse. La politique de sécurité nationale est le référentiel pour la sécurité nationale. Voilà. C'est l'ensemble des orientations, l'ensemble des plans et des objectifs que le président du Faso donne pour réaliser la sécurité de notre pays et des populations qui vivent là-dessus. Une autre vision de cette politique nationale, c'est de faire du Burkina Faso une nation paisible, stable, unie et prospère qui garantit une protection optimale de ses intérêts fondamentaux d'ici 2050. Le Burkina Faso fait partie de la zone du Liptako-Gourma. Depuis des années, il est aussi important que les 3 pays de cette zone s'unissent pour combattre cette hydre. C'est vrai que nous sommes partie prenante du Sahel. Le Liptako-Gourma, donc les 3 pays doivent se mettre ensemble pour lutter contre ce mal qui nous concerne tous les 3 en premier chef. Et pour ce faire, la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale travaille avec l'appui du DECAF, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève. Son but est de contribuer à renforcer les processus démocratiques en favorisant une surveillance et un contrôle renforcé du secteur de la sécurité. Le DECAF travaille aux côtés des États partenaires et des acteurs internationaux qui les soutiennent dans le but d'améliorer leur gouvernance sécuritaire à travers des réformes intégratrices et participatives. Le projet Gouvernance sécuritaire du Sahel est en parfaite synergie avec les projets nationaux en cours au Burkina. Cet atelier d'information a fait également objet d'échanges d'observations, de recommandations et de propositions entre la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale et les hommes de médias. En économie, l'heure est au bilan à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Un bilan que les membres du consulaire jugent satisfaisant, et ce, en dépit de la situation sécuritaire qui freine l'essor de l'économie nationale. Ils ont dressé le bilan de leur réalisation de l'année passée ce matin même à Ouagadougou. Les premiers responsables ont par ailleurs primé les lauréats des écomédias, un projet qui ambitionne susciter l'intérêt des hommes des médias au sujet économique. Oumou Konaté, Bachirou, Sawadogo. Après 3 années de mandature, la mise en œuvre du plan stratégique se veut rassurante au bénéfice du secteur privé burkinabé. Inscrits dans une logique de redevabilité vis-à-vis de la communauté des affaires, les membres du bureau consulaire dressent un bilan exhaustif des activités réalisées en 2019. Grâce à la détermination de l'ensemble des élus et à l'action concertée du milieu d'affaires et de nos partenaires, le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique de la mandature 2016-2021 réalisé lors de la revue à mi-parcours est de 59%. En ce qui concerne le taux d'exécution physique des activités de l'année 2019, il est de 80,46%. En 2019, nous avons obtenu de la BCEAO et du ministère de l'économie et des finances et du développement l'agrément pour l'opérationnalisation de la société d'accompagnement et de financement des entreprises, dénommée Safin SA. Avec un capital de 2 milliards de francs CFA, l'ouverture officielle de Safin interviendra courant le premier semestre. Malgré la situation sécuritaire, le secteur privé s'est montré dynamique et résilient par rapport aux années antérieures. Alors qu'il était annoncé une faible performance du Burkina Faso en termes donc de croissance économique, la contribution du secteur privé à la mobilisation des recettes fiscales et douanières
a atteint le seuil de 1500 milliards de francs CFA en 2019. Après 1400 milliards en 2018 et 1248 milliards en 2017. Cette conférence de presse a été une occasion de primer les lauréats du projet Ecomédia, initié et lancé par la CCIBF en novembre dernier. C'est un projet qui vise à susciter chez les journalistes plus d'intérêt sur les sujets économiques en rapport avec les finances et le développement du secteur privé. Radio Omega, Radio Jam, l'Express du Faso, Info Wakat et Queen Mafa sont les heureux gagnants qui ont respectivement bénéficié d'un chèque de 5 et 4 millions de francs CFA. Toujours dans la sphère économique, Antoinette Sayé, ancienne ministre des Finances du Libéria, est nommée directrice générale adjointe du Fonds monétaire international. Elle est la première femme africaine à occuper ce poste et la deuxième personne issue d'un pays africain après l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara nommé en 1994. Elle a pour mission de coordonner les politiques financières et monétaires des pays africains. Antoinette Sayé est titulaire d'une licence en économie et d'un doctorat en relations économiques internationales. Et des personnalités comme Antoinette Sayé, le Rwanda ambitionne en créer au pays des 1000 collines. L'école africaine est réinventée dans un lycée du district de Rwamagana à 50 km à l'est de Kigali. L'entrepreneuriat est enseigné au même titre que la géographie ou les mathématiques. Rien d'étonnant au Rwanda où, depuis 2016, le programme scolaire est basé sur les compétences pratiques pour préparer les élèves du secondaire à la réalité du monde du travail et leur donner les outils pour être des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emploi. Un concept cher au président Paul Kagame qui a fait de l'éducation l'un des piliers de son programme de développement et de transition vers une économie fondée sur la connaissance. Et voilà donc un exemple à suivre pour booster l'économie africaine. À présent, c'est une information qui va redonner le sourire à plus d'un. La Fondation Bill et Melinda Gates a fait un don de 10 millions de dollars, soit 5 milliards de francs CFA, pour aider à lutter contre les criquets dans la région de l'Afrique de l'Est. La contribution sera remise à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Elle qui a lancé un appel de fonds pour lutter contre l'invasion des criquets qui menacent la sécurité alimentaire, principalement dans la Corne et l'Est de l'Afrique. Jusqu'à présent, les Nations Unies ont collecté 33 millions de dollars, soit plus de 16 milliards de francs CFA, ce qui inclut le don de la Fondation. La FAO estime tout de même que 138 millions de dollars, soit près de 70 milliards de francs CFA, sont nécessaires pour aider à lutter contre les criquets. Les criquets pèlerins qui ont envahi 6 pays d'Afrique de l'Est, dévorant les cultures. Dans l'actualité également, Burkina Faso, pays industriel à l'horizon 2023, mission que s'est confiée le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Il a initié une opération d'apurement du foncier dans les zones industrielles du pays. Pour ce faire, un recensement des unités industrielles des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou a été lancé le 20 janvier dernier. Hier, le ministère en charge du commerce a dressé un bilan à mi-parcours de l'opération. Ahmed Nanema Bachirou Sawadogo. Lancé depuis le 20 janvier dernier, l'apurement du foncier dans les zones industrielles du Burkina Faso suit son cours et les détenteurs des parcelles à usage industriel doivent impérativement fournir au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat les pièces justificatives des terrains qu'ils ont en leur possession pour la réalisation de leurs projets industriels. Des informations permettant d'établir l'état d'occupation réel des zones industrielles des villes concernées, d'identifier les attributaires de chaque parcelle, de déterminer la situation des droits et taxes payés, de déterminer les délais encourus pour investir dans chaque parcelle, d'identifier la nature des investissements sur chacune des parcelles, de déterminer le nombre des parcelles encore libres et pouvant faire l'objet éventuellement de nouvelles attributions. À 3 jours de la date limite préalablement indiquée aux propriétaires de parcelles à usage industriel, pour se conformer aux normes définies par le ministère du Commerce, seuls 2,32% des unités de production
sur 560 parcelles identifiées, se sont prononcés, en vue de laisser une marge de manœuvre aux retardataires pour remplir les formalités prescrites par le ministère. La date limite est prorogée au 16 mars prochain. Passé ce délai, des sanctions seront prises à l'endroit des concernés. Si l'on applique les textes tels qu'ils existent aujourd'hui, celui qui a une parcelle depuis 5 ans qui n'a pas investi, on devrait la lui retirer. Ça, c'est ce qui est écrit dans les textes. Celui qui a un projet industriel, qui a obtenu une autorisation, qui au bout de 4 ans n'a pas réalisé ce projet industriel, son projet industriel est caduc. Pour atteindre son objectif, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, en collaboration avec les différentes institutions compétentes, procède à une opération spéciale de recensement des unités industrielles. Et pour l'instant, les zones concernées sont les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Il ressort des études menées en 2015 l'existence d'une trentaine de parcelles vierges dans la zone industrielle de Kosodo. En Algérie, le fils du président Tebboune devant la justice. Le procès du fils de Abdelmadjid Tebboune, poursuivi pour trafic d'influence, corruption et perception d'indus cadeaux, s'est ouvert ce matin au tribunal de Sidi Ahmed. Incarcéré à la prison d'El Harrach depuis juin 2018, Khaled Tebboune sera jugé aux côtés des 6 autres présumés dans le cadre de l'affaire Hamel Chiki, principal accusé dans le dossier des 700 kilos de cocaïne saisis dans un port algérien en mai 2018. Le procès sera scruté de près par les Algériens et aura valeur de test. En effet, c'est pour la première fois qu'un proche parent d'un chef d'État en exercice devrait comparaître devant la justice en audience publique. On apprend également des autorités algériennes qu'un premier cas de coronavirus a été détecté dans le pays. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place au niveau national a permis de détecter 2 cas suspects. Ils sont tous de nationalité italienne. Un cas a été confirmé positif au coronavirus. La personne infectée a alors été placée en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas encore établies pour le moment. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonsoir.